J'ai toujours été fier d'être réunionnais. Fier de ma culture. Malheureusement, je dois avouer que malgré la richesse de l'histoire de mon île, je ne la connais que très peu. Mais depuis quelques mois, je suis fasciné par cette dernière, et c'est en fouillant un peu sur internet que j'ai appris l'existence d'un ancien pénitencier isolé sur l'îlette à Guillaume dans les Hauts de Saint-Denis. Intrigué par cette histoire dont je n'avais jamais entendu parler, j'ai décidé de commencer mes investigations. J'ai passé plusieurs jours à faire des recherches, à décortiquer plusieurs documents, des articles de presse, des archives et même un rapport d'archéologie de plus de 500 pages. Cette triste histoire est très peu connue du grand public. Pourtant, l'îlette à Guillaume est toujours accessible. Et je vous emmène aujourd'hui avec moi sur les vestiges de cette ancienne prison pour mineurs. Bon là les amis, on est arrivé au début du sentier. Ouh là 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 les gars, premier danger, comme tu vois ici. Ça on dirait c'est quoi? C'est un sortilège malbar ou malgache, plutôt malgache. Enfin bref, nous l'est au début du sentier là, le RD 41, et nous doit aller jusqu'ici à l'îlette à Guillaume. Il y en a à peu près pour 2h30 de marche, voire même 3 heures avec le gabarit de Mika. Tout au long de notre ascension avec Mika vers l'ancien pénitencier de l'îlette à Guillaume, je vous raconterai son histoire. Mais avant ça, laissez-moi vous poser une question simple. À votre avis, quel est le moment où on se sent le plus libre dans notre vie? Alors pour être tout à fait honnête, le moment où on se sent le plus libre, ça va varier d'une personne à l'autre, mais généralement on considère l'enfance comme le moment où on se sent le plus libre. Cette période est marquée par une insouciance et une spontanéité qui permettent aux enfants de s'épanouir pleinement, de découvrir le monde, de développer leur imagination et leur créativité. Alors laissez-moi vous poser une seconde question, et cette fois vous pouvez répondre en commentaire. Que faisiez-vous lorsque vous aviez 14 ans? Alors moi personnellement, c'était l'année où je préparais mon brevet et mes journées se résumaient à aller au collège, jouer à Dofus, et oui, je suis si vieux que ça. Je vivais encore chez mes parents, le week-end je retrouvais mes potes ou alors j'allais jouer au rugby, mais c'était surtout l'année des premières petites copines. Bon ok, ça c'est faux. Pour qu'on rigole un coup, voici une photo de moi à 14 ans. Mais enfin bref, à 14 ans, je vivais pleinement ma vie et j'étais libre. Eh bien, dites-vous que 14 ans, c'était l'âge moyen des résidents, enfin non, soyons précis, c'était l'âge moyen des prisonniers du centre pénitentiaire pour mineurs de l'îlette à Guillaume. Laissez-moi donc vous raconter l'histoire de cette prison. Bon là, ça grimpe, hein. Ça grimpe, et on risque de croiser des coureurs sur le sentier parce qu'il y a en même temps un trail, le trail du paille en queue, je crois. Bonjour. Bonjour monsieur. Moi je l'aurais fini en 1 heure le trail, je pense. Après je dis ça. Sur Civière? Oui. Sur Civière. Hop là. Bonjour. Il y a des gens courageux, hein. Après il y a des gens comme nous. On n'est pas payé pour faire ça là. Attention, ça glisse Mika. C'est dangereux, hein, ça glisse. Hein. Là tu retraces les pas de tes ancêtres dans l'esclavage. Mika, c'est pas, vous l'avez dit, ouais, il va pleuvoir, il fait pas beau, j'ai un ami dans la météo. Front froid. Ah, moi j'ai froid. Et alors, moi, un front froid, accompagné de tendre la moucate. Mika, pas partout, c'est comme la plaine des caves, tu sais ça. Regardez les gros mollets de Mika. C'est vrai, t'as une grosse touffe de cheveux aussi. Ah. On a vraiment des mollets d'esclavagistes. Il voit que c'était non, tes chasses les miennes. Ça se voit vraiment, hein. Et vu comment mes mollets là, moi les petits, m'a dit écoute, faut être avec la vôtre, moi. Comme je viens de l'insinuer avec la blague faite à Mika, l'histoire de la Réunion est étroitement liée à celle de l'esclavage. Et pour bien comprendre comment on en est arrivé à la création de ce pénitencier pour enfants, il faut bien situer la période dans laquelle on se trouve à ce moment-là. On est alors à la Réunion le 20 décembre 1848, juste après l'abolition de l'esclavage. Et pendant que les nouveaux hommes libres fêtent cette merveilleuse nouvelle, une ombre plane sur la France et ses colonies, celle d'une crise économique. Alors en vérité, pour mieux comprendre les tenants et aboutissants de la création du centre pénitentiaire pour enfants de l'îlette à Guillaume, il faut remonter à un peu plus loin, à l'époque où on s'interrogeait sur une justice spécifique pour les mineurs. Et l'histoire de cette justice spécifique pour les mineurs débute avec le premier et le second code pénal en 1791 pour le premier et en 1810 pour le second. Ce sont en effet ces deux codes qui posent le principe de minorité judiciaire pour les personnes âgées de moins de 16 ans, parce qu'à l'époque on était majeur à partir de 16 ans. Et avec les articles 66 et 67, la notion de discernement devient centrale pour ces mineurs pénaux. Si l'enfant est considéré comme non discernant, il sera alors soit renvoyé chez lui, soit placé en maison de correction jusqu'à sa majorité civile. S'il est alors considéré comme discernant, il sera jugé coupable et condamné, mais à une peine 2 fois moins longue qu'un adulte majeur.
Et c'est aussi le code pénal de 1810 qui définit le délit de vagabondage sans faire de distinction entre les majeurs et les mineurs. Il y aura de nombreux enfants issus de la classe urbaine et populaire qui seront envoyés en maison de correction pour motif d'être sans travail ni domicile. Alors pour vulgariser, c'est comme si à 14-15 ans, on t'avait arrêté puis mis en prison juste parce que tu traînais dans la ville avec tes potes. Et ben, peu de dire que si ce délit-là existe toujours aujourd'hui, demain un jour lui serait plein à craquer. Le code civil de 1804, lui, encadre la puissance paternelle. Alors pour t'expliquer simplement ce qu'est la puissance paternelle, c'est comme si à l'époque ton papa n'était pas d'accord avec toi et du coup, sur simple demande au magistrat, il pouvait t'envoyer en prison, enfin dans un centre pénitentiaire pour enfants. En 1820, il est ordonné que les majeurs et les mineurs soient séparés dans les centres carcéraux. Ce sont donc les premiers quartiers pour mineurs qui naissent au sein des prisons. On est donc là aux prémices des futures prisons pour mineurs. Bon, par contre, c'était vachement compliqué à mettre en place, du coup les politiques de l'époque ont commencé à réfléchir pour avoir des espaces spécifiques pour la détention de ces mineurs. Il a fallu attendre près de 30 ans après, en 1848, pour que ce circulaire sur la séparation entre majeurs et mineurs arrive à La Réunion. Et à l'instar de la France métropolitaine, ce sera aussi très compliqué à mettre en place sur la colonie. Et c'est en 1836, sous la monarchie de Juillet, qu'est construite la Petite Roquette à Paris. Première prison pour mineurs et triste grande sœur de la future prison pour enfants d'Îlette à Guillaume. Ce qu'il faut retenir de ce bref historique sur la justice pour les enfants, c'est que le pénitencier d'Îlette à Guillaume à La Réunion n'est pas une œuvre unique et isolée des Spiritains. Je vous explique qui sont les Spiritains juste après. Bon Mika, regarde, comme on voit sur ce panneau, là on est sur le bon chemin pour direction les vestiges du pénitencier. Et comme il est écrit, on va respecter les lieux et surtout on respecte tous les sentiers à La Réunion. On pense à l'écologie, on pense à l'avenir, on pense aux enfants. C'est bon? Ça va être une partie chouette, c'est de la descente, c'est juste les genoux qui vont prendre un coup. T'imagines quand même, en 1848, c'est l'abolition de l'esclavage, toi t'es content, tu fais la fête, tu sors dans le chemin et on te fout en prison pour vagabondage. C'est la vie. Je sais pas, c'est des vestiges de base des pères spiritains. Mais en tout cas, je trouve ça incroyable que des gens sont montés jusqu'ici pour mettre des Vierges Marie. Merci à la Vierge. C'est bon Dieu qui donne. Tout est lié. Pour bien comprendre l'histoire de l'Îlette à Guillaume, il est essentiel de connaître le rôle des Spiritains à La Réunion au XIXe siècle. Selon l'historien Claude Prudhomme, les Spiritains, choisis par la France pour évangéliser les colonies, arrivent à l'île Bourbon en 1816 pour christianiser les esclaves noirs, et ce, malgré les oppositions des maîtres blancs. Mais la chute de la monarchie de Juillet, la proclamation de la Seconde République et l'abolition de l'esclavage en 1848 changent la donne. Les colons finissent par voir la mission des Noirs comme quelque chose de bon qui va permettre de mettre de l'ordre chez les affranchis. Pendant une dizaine d'années, l'Église et les Spiritains sont soutenus par le gouvernement qui appuie tous leurs projets. Et c'est dans ce contexte des années 1850, marqué par une expansion économique et par les bonnes relations entre autorités religieuses et coloniales, que la création de la Providence et de la vice-communauté de l'Îlette à Guillaume émerge. Bon là Mika, on est sur la trace de nos ancêtres. Toi tu es sur mes traces, donc comme tes ancêtres, et tu es sur mes traces. Et comme tu peux le voir, comment c'est magnifique la vue ici. Franchement c'est ouf, la vue montagne. Waouh, incroyable. On a vu sur Saint-Denis. T'imagines à l'époque ce qu'ils ressentaient? Toi tu devais être bien. Non, moi j'étais à la Pénécaf. Toi tu devais être bien. Moi, Mais je pense pas qu'ils prenaient vraiment le temps d'apprécier le paysage. Hein. Tu penses? Ah oui. Sachant où ils allaient. Ça dépend. Moi je te dis, les miens, chaud. Après la moitié de mes ancêtres étaient du côté moins pénible, on va dire. Ouais. L'autre moitié était d'un côté plus compliqué. Ouais, beaucoup plus compliqué. Bon, continue. Hein. Allez. Direction les vestiges de la prison pour mineurs. Toi, tu penses que tu aurais fini en prison? Oui. Vraiment? Oui. Pourquoi? Pour vagabondage? Vagabondage, battage de carré. Enfin, c'est plus déconner entre camarades, mais vous connaissez que à l'époque, on aurait été pris pour de la délinquance. Bah ouais, parce que le vagabondage, en gros, hein, pour faire très simple, c'était rester dans le chemin et rien faire. Est-ce que tu savais aussi, c'est minute savoir, que 8%, près de 10% des crimes qui étaient commis par justement ces mineurs qui étaient envoyés au pénitencier, c'était des crimes sexuels. Ah ouais. Attouchement, viol, etc. Alors que je rappelle, ils avaient moins de 16 ans.
Tout commence en 1852 quand ce monsieur-là, le gouverneur Hubert de Lille, souhaite créer une institution originale qu'il considère comme une grande affaire. Il s'agit d'organiser dans un même lieu, aux portes de Saint-Denis, un établissement qui réunirait éducation, assistance et répression. En gros, ce serait un endroit où on aurait une école professionnelle, un hospice pour vieux et un pénitencier pour jeunes détenus. Il demande alors l'accord du ministère de la Marine et des Colonies pour avoir un terrain et un budget pour l'installation de son œuvre. Le ministère, lui, il est favorable et lui répond en ce sens en 1855. Et pour finir, le gouverneur fera une dernière demande, celle de mettre les Spiritains à la direction de ce nouvel établissement de la Providence. Et là encore, le ministère acquiesce. De son côté, le père supérieur de la congrégation, père Liberman, accepte cette mission sous plusieurs conditions. Tout d'abord, il demande à ce que les jeunes détenus soient encadrés par des pères et des frères à hauteur de 1 père pour 100 enfants et 1 frère par groupe de 25 enfants. Ces prisonniers mineurs devront d'une part travailler, faire des routes, du terrassement, du taillage de pierre, etc. Et d'autre part, ils devront suivre une éducation avec de la lecture, de l'écriture et des instructions religieuses. Et comme si c'était pas suffisant, ils devront faire tout ça en respectant un régime autoritaire. Enfin non, pardon. Disciplinaire. Après, il faut savoir que ces éléments-là ne sont pas spécifiques aux pénitenciers réunionnais, on les retrouve aussi dans ceux de la France métropolitaine. Et enfin, le père supérieur fera une dernière demande, c'est d'avoir la concession à vie de ce lieu. Bon, la concession à vie, ça lui sera refusé. Par contre, il obtient en 1858 avec un arrêté la concession pendant 25 ans du lieu. Et retenez bien cette information, elle est importante parce qu'elle aura un rôle à jouer sur la fin du pénitencier. Et c'est ainsi qu'en 1858 est créé l'établissement de la Providence, mais on va pas trop s'étaler sur ses premières années car ce n'est que 5 ans après que l'idée d'un établissement pénitentiaire à l'Îlette à Guillaume va surgir. Ça, c'est un éboulis ça. Et c'est où faut aller là? C'est tout... Waouh. Tout droit là-bas? C'est moi qu'on envoie en premier à chaque fois? C'est comme à la bonne époque alors, hein? On envoie le plus balsané devant. Moi je rec. Ouais. Et moi je chape. Si m'y tombe dans le fond, faisant un bon short, un bon TikTok au moins. Qui t'a buzzé une dernière fois. Pourquoi vous venez pas? Pourquoi ça ne vient pas avec moi? À ne pas reproduire chez vous. En même temps, chez les autres n'a point de déboulis. Enfin, en tout cas, j'espère. Dans les archives, ils parlent justement des périodes de pluie comme ça. Ouais, ça j'ai vu, ils se plaignaient des conditions. Ouais, qu'il faisait froid de fou et que... Attention, il y a une grosse pierre à gauche. Et du coup, ouais, ils se plaignaient souvent des températures et qu'ils ne s'attendaient pas à ça, vu qu'on est quand même sur une île tropicale. Et qu'il faisait super froid. Et ils demandaient justement, ils avaient commandé des couettes plus volumineuses pour pouvoir se protéger du froid justement. Mais t'imagines vraiment, parce que 14 ans c'est l'âge moyen, mais il y avait des enfants de 8 ans là-bas. Imagine-toi à 8 ans, t'es perdu loin de ta famille, tout seul, sur une îlette comme ça, entouré d'enfants qui comme toi sont emprisonnés, et ta seule interaction avec les adultes, c'est des ordres qu'ils te donnent pour soit cultiver, soit faire une route, soit prier. Et il y avait un peu d'éducation, il faisait un peu de calcul, il faisait un peu de lecture aussi je crois. C'est triste quand même hein. Alors que moi, à 8 ans, je mangeais mes caca de nez. Bah après, je mange encore mes caca de nez, hein, pour être honnête, mais maintenant, je le fais avec de la honte. Tu faisais quoi à 8 ans, toi, Mika? Mettre mes doigts avec pétard. Les pef-pef, à tenir comme ça ou les pef-pef? Non, les tenir les gros pétards. Attention, attention. Après, je faisais quoi? Je faisais des rampes pour mon vélo. Je décollais de 3 cm et pour nous voyer nous sur la lune. Est-ce que toi aussi, tu faisais le truc en mettant une canette ou une bouteille dans ta roue de vélo pour faire comme si c'était une moto? En fait, nous, dans la roue de vélo, on avait un camarade, qui est chinois. Toujours une histoire avec un chinois. Hein. Et lui, son tonton, l'avait ramené pour lui. C'était comme une petite dynamo, t'as un petit moteur. Ok. Ah ouais, je connais. Du coup, tu mettais sur la roue. Ouais. Et ça générait un bruit de moto. Tu sais, je me rappelle de ça, c'est vrai. Et c'est vrai que moi aussi, c'est un camarade chinois qui avait fait ça. C'est ça. C'est fou, hein. Et nous avait gagné ça, et il explique pas comment on va noter de nos vélos. On entendait. Voilà. On était jeunes et cons. Ouais, maintenant on est juste vieux, hein. C'est ça. T'as joué un peu à Dofus, Mika? Non, pas du tout. Ah ouais, c'est pas trop ton style de jeu? Les MMORPG? En fait, à l'époque de Dofus, moi j'étais sur WoW. Ouais, c'est ça, ouais. Bah, il y avait deux équipes. Il y avait ceux qui avaient des ordis pour WoW et ceux qui avaient des ordis pour Dofus. Voilà. Après, il y avait une troisième équipe. Ceux qui volaient les ordis de ceux qui jouaient sur... Moi, je tente les deux. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Ah oui, la brute. T'as connu ça, toi? En gros, c'était un jeu flash. Non. Et en fait, t'avais plusieurs brutes différentes et tu te battais avec les gars. Mais genre, tu pouvais même pas maîtriser, tu collectionnais des personnages. Ouais. Et en fait, à chaque fois, t'avais des nouveaux, tu vois. Et c'était vraiment du pur hasard. Il faut avoir des super. Ils avaient des équipements soit forts, soit pas du tout forts. Soit ils avaient des stats fortes, soit pas du tout. Bon, Lana a perdu avec Mika, mais je profite de cette parenthèse ouverte pour dire que la brute et Dofus c'est génial. Je referme la parenthèse et on continue ensemble. Bon, là, on descend, on dirait, hein.
Bon là Mika, on entame la descente avant de repartir à mon avis vers une deuxième remontée quand on sera au niveau de la rivière. Et là ce sera la dernière montée jusqu'à l'îlette à Guillaume. Tu peux me faire confiance, j'ai toujours les bons tuyaux. Là les amis, on part à l'aventure, on va explorer les vestiges. Wow, wow, wow. Doudou le loup. C'est bon, j'ai rien. Confiance. Confiance règne. Waouh. C'est bizarre parce qu'ici il y a un peu de ciment, on dirait. Qui est passé la roche, ou c'est du ciment même. Mais c'est incroyable quand même. C'est magnifique. Bon, je prends de l'avance parce que Mika est un peu lent. Salut Mika. On se retrouve en bas. Après 5 ans d'activité, en mai 1863, le supérieur Dubois, le père en charge de la Providence, évoque pour la première fois son envie d'acheter un terrain sur le plateau dit de l'îlette à Guillaume. Il aimerait qu'une section des enfants du pénitencier de la Providence exploite le plateau avec un père et un frère. Mais il faut savoir qu'à l'époque, pour toutes les personnes qui ont pu visiter l'îlette à Guillaume, ils la décrivent comme étant un lieu isolé dans une nature magnifique mais hostile, difficilement atteignable, avec un chemin dangereux sur un plateau vierge de toute habitation. Alors logiquement, avec une description comme ça, on peut se demander pourquoi le supérieur Dubois tient autant à construire un pénitencier pour enfants là-bas. Alors la première raison, ce serait pour des bienfaits spirituels. Parce que pour la congrégation, le redressement des enfants passe par le travail, le recueillement et l'isolement. La deuxième raison, elle est bien moins noble, c'est tout simplement pour l'argent. En 1865, le père Omer considère que la propriété bien dirigée pourrait rapporter 5000 francs par an au bout de 6 à 7 ans. Le supérieur Dubois dira même que cette œuvre pourrait rapporter de si bons revenus à la congrégation. Et en 1867, le père Pinault viendra enfoncer le clou en disant que cette œuvre serait une bonne affaire pour la congrégation. Ce sont de vrais businessmen, hein. Mais est-ce que je dois vous rappeler qu'on parle d'un pénitencier pour enfants où il y avait des enfants qui avaient à peine 8 ans. 8 ans! Petit spoiler alerte, ce sera bien cette raison financière qui sera le plus mise en avant, gommant presque totalement la raison première du pénitencier pour enfants, qui je vous le rappelle est censé rendre les enfants aptes à réintégrer la société tout en les élevant en compétences et spirituellement. Pour simplifier, l'argent a tout simplement eu raison de la morale. Heureusement qu'on a évolué et qu'aujourd'hui on ne fait plus travailler les enfants pour gagner plus d'argent. Mon rêve était de devenir médecin, mais puisque je ne peux plus le faire, je travaille dans des usines de vêtements. In Nepal, over 1 million children are engaged in labor. 168 millions d'enfants dans le monde sont obligés de travailler. Un enfant sur deux travaillerait et un quart d'entre eux dans des conditions dangereuses. Des millions d'autres risquent de s'ajouter selon l'ONU. Pour la plupart, ils naissent et meurent ici. Bref, reprenons. Alors juste en bas là les amis, il y a un pont, mais il est exprès pour la canalisation. C'est-à-dire que nous on n'a pas le droit de monter dessus, on va devoir le contourner. Puis on va contourner le piton qui est juste là-haut pour enfin, si mes calculs sont bons, arriver au pénitencier. On a un petit souci, c'est qu'il commence à pleuvoir. Donc comme toujours. J'espère qu'il ne va pas pleuvoir parce que chaque tournage que l'on fait ensemble, Mika, il pleut. Basque Arena, il a plu. Les nacelles, il a plu. Le pénitencier, il va pleuvoir. Il va pleuvoir. Ou pas. Si, il va pleuvoir. Voilà. Vous avez peut-être remarqué que j'ai un autre sac sur mon dos. C'est parce que l'ami Mika, il n'en pouvait plus. Donc il a pris mon sac qui était plus léger. Bon, j'avoue, moi au début c'était léger, c'était tranquille. Mika, avec le sac, tu fais combien de kilos, tu m'as dit? 107 kilos. Une belle bête, hein. Si on devait se perdre là en montagne tout de suite, au bout de combien de temps on se foutrait sur la gueule? 15 minutes. Moi j'ai 15 minutes à perdre là. Faut animer un peu la partie, tu vois. En vrai, mon patron m'a dit ouais, film moustache, tu vois, il est rigolo. Ah ouais? Mais comme je t'aimais pas de base, tu vois, donc tu m'aimes pas? Tu vois, là aujourd'hui c'est une corvée. Tu m'aimes pas de base? Non, t'es pas rigolo. Oui, mais au moins t'es payé grâce à moi là. Voilà, ouais, c'est la motivation. Bah donc tu m'aimes bien d'un côté financier quand même. Moi j'ai pas le choix, moi. On m'a dit on va te foutre un cadreur, on va te mettre Mika. Je me suis dit au moins je serai pas ridicule dans la partie marche, tu vois, c'est sûr que je mettrai une corde. Au revoir. Non, bah continue à finir. Faut finir quand même. Tu seras pas payé.
C'est en avril 1863 que le supérieur Dubois achète l'Illette à Guillaume pour 825 francs. Et c'est la situation sanitaire de la Providence qui précipite les décisions, car dès 1864, 55 enfants et 3 religieux sont envoyés sur le plateau pour les préserver de l'épidémie de typhus qui sévit à Saint-Denis. À cause de quelques erreurs de paperasse, comme quoi il y a des choses qui ne changent pas, c'est qu'en 1868 que les religieux obtiennent la création officielle de la vice-communauté de l'Illette à Guillaume et l'autorisation d'ouvrir une route reliant le pénitencier à la route impériale de la montagne. À son lancement et ce durant toute son histoire, le gros problème que va rencontrer le pénitencier pour sa gestion, c'est son haut taux de turnover qui s'explique par plusieurs raisons. La vie est très dure à cette époque à La Réunion et la plupart des pères viennent de la métropole. Et ces pères métropolitains ne s'acclimatent pas du tout à la vie insulaire. L'autre raison est assez simple, la congrégation envoie que peu de personnel, tout simplement parce que c'est trop coûteux. Des problèmes de racisme inhérents à l'époque viendront aussi interférer la gestion du pénitencier. Les supérieurs spiritains n'échappent pas aux stéréotypes raciaux de leur temps. Les pères et frères blancs ne considèrent pas leurs confrères créoles comme étant leur égal. Et cette pensée purement raciste laisse imaginer le regard qu'avaient les pères et frères blancs sur les enfants du pénitencier. On dirait bien que là, on arrive à un pont. Comme on peut voir là, il y a danger, il y a un risque d'effondrement. On ne peut pas traverser. Et pourtant, je peux te dire que traverser, ça nous aurait fait gagner au moins 1 heure de marche. Je sais que pendant mes recherches, j'ai vu qu'ils avaient construit, quand je île, c'est les enfants du pénitencier, avaient construit un pont d'une 40aine de mètres à peu près. Mais je ne sais pas si c'est ce pont-là ou pas. On verra en allant au pénitencier si on tombe sur un autre pont, si on tombe sur des ruines. Mais j'avoue que moi j'aurais bien aimé traverser là. Mais on ne le fait pas, c'est dangereux. On peut coque dans le fond. Wow, tout doux le loup. Ça glisse. J'ai pas les baskets pour en même temps. Alors oui, effectivement mon garçon, tu n'as pas les bonnes baskets pour cette sortie, car sur le chemin du retour, tu vas glisser, tu vas tomber et tu vas même te faire une petite fracture sur le pied gauche. Ouais. Coucou. On arrive dans la rivière et on va remonter pour la dernière ligne droite afin d'arriver enfin aux vestiges du pénitencier pour enfants d'Illette à Guillaume. Waouh, c'est magnifique. Qu'est-ce que t'en penses, petite GoPro? C'est beau, hein? C'est vraiment magnifique. C'est sauvage, on a une petite cascade, on a juste le bruit de la rivière, de l'eau qui coule. Ah, j'ai raté un panneau. J'étais tellement omnibulé par la beauté de la nature que j'ai raté ce qu'a fait la main humaine. Bras Guillaume. Donc là, on est au Bras Guillaume, avec une altitude de 420 mètres et l'Illette à Guillaume. Il faut suivre la rivière sur 200 mètres. Donc là, on ne remonte pas en fait, je me suis trompé. On ne remonte pas, on va devoir suivre le bras de la rivière sur 200 mètres. Et comme ils disent, faites attention au temps de pluie parce que ça arrive souvent à La Réunion, on a un souci. C'est la montée des eaux dans le bras des rivières qui peuvent arriver très très vite. Et ça a déjà emporté pas mal de touristes et même des locaux. Donc on va essayer d'être vigilant. Pour l'instant, il ne pleut pas. On croise les doigts pour que ça continue comme ça. Et j'espère que l'eau va pas m'emporter. Au pire, j'ai Mika, je m'accrocherai à toi. Hein. Ok, let's go. Waouh. Allez, ça grimpe. Pénitencier, on arrive. Je crois que je me suis trompé parce que juste au-dessus là, il y a le pont qu'on a vu il y a 2 minutes. Je pensais qu'il fallait qu'on fasse tout le tour de ce piton là pour arriver à l'Illette à Guillaume. Mais finalement, sur le panneau, c'est indiqué de suivre la rivière sur 200 mètres. Donc, est-ce que, arrivé à 200 mètres, on arrive sur les vestiges du pénitencier? Je sais pas, on va voir, on verra bien. Et au pire, il y a de l'eau pour boire. J'ai des sandwichs poulet d'acatine, excellent. Tu te touches pas la gueule? Non, je fais faire attention. C'est dangereux, hein. On a avancé de 2 mètres et je suis tombé 2 fois. Let's go. Bon. Il y a un panneau juste en haut, plein d'affiches. Illette à Guillaume. On y est, je sais pas, faut remonter. Bon, bah en fait, je me suis pas trompé. On va monter là, on va taper l'ascension et on va contourner pour arriver à l'Illette à Guillaume. Donc à mon avis, on en a pour encore une bonne trentaine de minutes. Donc là, on marche sur un chemin qui a un peu plus de 150 ans, 170 ans à peu près, et qui a été construit avec le sang, la sueur et les larmes d'enfants d'affranchis.
Alors, petite correction, parce que dans les archives, il n'est jamais mentionné qu'il n'y avait que des enfants d'affranchis dans le pénitencier. Et dire que moi, à leur âge, je construisais des Lego. Ouais, on n'a pas la même vie, hein. Il est difficile de savoir qui étaient les jeunes détenus de l'Îlette à Guillaume, faute de ressources, car malheureusement, ces derniers apparaissaient rarement dans les archives. En regroupant les informations que l'on a, on peut dire que les jeunes mineurs incarcérés étaient principalement des créoles à hauteur de 60%, des indiens appelés à la Réunion malbars à hauteur de 30%, et le reste était soit des enfants noirs d'origine africaine, soit des malgaches. Les jeunes détenus avaient entre 8 ans pour les plus jeunes et 21 ans pour les plus vieux, avec une moyenne d'âge de 14 ans. Quant à leur peine de prison, elles étaient en général d'une durée de 2 ans et demi, mais attention, là je vais rentrer un peu plus dans les détails pour mieux comprendre ce concept de peine de prison pour ces jeunes mineurs, parce que c'est spécifique. Pour les enfants jugés dans le cadre de jeunes condamnés disciplinaires, en gros ceux qui ont été envoyés ici par leur père, la peine ne pouvait excéder 100 jours. En revanche, si on ne retient que les peines décidées par les tribunaux correctionnels et les assises, la durée de placement moyenne est presque de 4 ans. Et la condamnation la plus longue est celle d'Aristide Fatima, qui a été condamné à 10 ans de placement alors qu'il n'avait que 10 ans. Malheureusement, il n'est pas notifié pour quelle infraction il a été arrêté et jugé coupable. Et justement, parlons-en des infractions. La plupart des jeunes condamnés sont ici pour vagabondage, pour mauvaise conduite et envoyés ici par leur père, pour vol, et aussi, comme je le disais à Mika en début de vidéo, pour 8% d'entre eux, ils sont envoyés ici pour agression sexuelle. Information importante à retenir, c'est que pour 40% des enfants, les infractions n'étaient même pas renseignées. Voire pire, lorsqu'elles l'étaient, elles n'existaient même pas dans le code pénal. Ça laisse supposer du peu d'importance qu'on accordait aux contraintes légales pour l'enfermement des mineurs. Pour ceux du fond qui ne suivent pas là, en résumé, en 15 ans d'existence à peine, le pénitencier a privé de liberté plus de 1100 enfants entre 8 et 21 ans et ayant 14 ans au moment des faits, ont été envoyés à l'Îlette à Guillaume pour punir de fugues, de conflits familiaux, de vols et parfois même pour des agressions sexuelles. J'avais dit 30 minutes, finalement c'est 45 minutes. Bon, on a encore un peu de montée à faire, hein. Bah Mika, t'avais raison, hein, la pluie tombe. De toute façon, c'est une grande histoire d'amour entre toi, moi, la pluie, la Réunion. Bref, on continue. Là, on est sur le bon chemin, à mon avis, pour arriver au plateau du pénitencier et voir les premières. Déjà là, on peut voir les premières marques de construction de l'homme sur l'Îlette à Guillaume, avec ses murs en roche. Et moi, je me demande juste comment ils ont transporté tout ça jusqu'ici. Parce que c'est que des enfants qui bossaient dessus. Enfin, il n'y avait pas que des enfants en vrai. Il y avait aussi des prêtres et des frères qui étaient formés dans tout ce qui était culture, manutention, qui étaient spécialisés là-dedans. Et ils étaient sur place pour former et guider ces jeunes prisonniers. Bon, je crois que là, on arrive. Ça y est, on voit les premiers vestiges là. Et je crois, je suis pas sûr de ce que j'avance, mais que sur la droite, on a une construction de l'homme assez récente qui est certainement due aux recherches qu'il y a eu d'archéologie. Alors oui, effectivement, il y a bien eu une étude historique et archéologique menée par monsieur Thierry Cornec et madame Véronique Blanchard. Et pour l'écriture de ma vidéo, je me suis basé en grande partie sur le rapport qu'ils ont rédigé suite à leurs recherches. De toute façon, je mets le document en description et vous pourrez le télécharger et le consulter autant que vous le souhaitez. On est arrivé à l'Îlette à Guillaume, le site historique ayant abrité de 1864 à 1879, un pénitencier pour enfants. Donc, on rappelle, il faut respecter ce lieu, parce que c'est un lieu aussi de randonnée. Il faut savoir respecter son histoire, respecter la nature. Et nous, on va commencer à faire notre tour et visiter ce vestige. Bon ben là, on voit une maisonnette toit rouge. Ça, c'est pas du tout quelque chose qui est, à mon avis, hein, qui est de l'époque du pénitencier. De ce que je pense, c'est que c'est une habitation qui a été mise sur place pour pouvoir s'occuper un peu du lieu historique. Mais c'est fou comment on se sent isolé ici et comment les murs de la prison sont remplacés par les montagnes, l'isolation. On est loin de tout. On est à plus de 2 heures à pied de la première route humaine. Je me suis fait de nouveaux copains. Notre col partout sur moi. Ils vont m'accompagner hein, le temps de la visite. Bon, allons-y. Mika, toi et ton drone,
tu nous as décoté une clairière. Un petit trou. Un bel trou. Ah, bah on y arrive, on le voit directement. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Tu penses que c'est comme... Ouais, c'est pour ravitailler quand il y avait les recherches ou même pour entretenir, etc. Donc il y a les hélicoptères qui arrivent ici. Ah, ça a été aménagé après coup, ça vient pas du pénitencier, je pense. On va tester l'écho. Oh, je suis vachement déçu. Ouais. Ah, cacao! Ça part plus vers là-bas l'écho. Bon, on remonte au lieu principal. J'ai vu qu'il y a... Enfin, on a vu en drone aussi. On a envoyé un éclaireur, pour être honnête avec vous. On a envoyé un éclaireur. Et il paraît qu'il y a des ruines un peu plus bas. En bas, à gauche de la maison rouge quand je suis face à elle. Je m'approche pas plus parce que c'est interdit de toucher les ruines et il est important de respecter ce genre de lieu historique, de respecter les lieux en général. Mais ce que je trouve impressionnant, c'est que des enfants ont bâti ça. Des enfants. Il faut se rendre compte qu'il y avait, pour la plupart, en majorité 14 ans. Ils ont bâti ça, ils ont dû amener certainement les matières premières en plus. Et aujourd'hui, plus de 150 ans, 170 ans plus tard, c'est toujours debout. Là, la structure que vous voyez autour, c'est pour vraiment maintenir ce lieu historique, ces ruines. Mais c'est... Waouh! C'est fou. Je sais pas si tu as vu les petits grains rouges là, Mika. Je croyais que c'est des grains de café. Je sais pas ce que c'est, j'y connais pas grand chose. Je pense pas que ce soit des grains de café, je croyais, mais il faut se dire que c'est l'une des premières cultures qu'ils ont fait ici. En gros, ils prenaient le café qu'ils avaient ici, qu'ils mélangeaient avec l'autre café et qu'ils revendaient ensuite plus cher. Que du business, hein. C'était beaucoup de business. Les frères et pères spiritains là, des vrais businessmen, hein. Mais tout ça sur le dos des enfants. Mais c'est très beau, hein. Ça fait très sentier, tu sais, dans les films américains un peu. Ouais. Quand les gens sont perdus dans les bois là. Alors massacre à la tronçonneuse, des délires comme ça. Ce serait chouette qu'on fasse un peu d'urbex aussi sur la page, je pense. Ce serait intéressant. T'as vu à gauche? Waouh, je suis censé voir quoi? Ah, les murs là? Pardon, moi j'étais à fond dans mon côté urbex. J'avais pas vu qu'il y avait des murs. Je pense que ça c'est des murs qui sont... En fait, dans les archives, on ne parle beaucoup des murs qu'ils ont construits les enfants. Et c'est fou que 170 ans après, quand on connaît les tempêtes, les cyclones qui passent à La Réunion, surtout dans les hauteurs, que ce soit encore présent. Donc si là il y a le mur, moi ce que j'aurais aimé voir, c'est qu'on puisse peut-être mieux comprendre à quel point c'était grand le pénitencier. Si vous voulez qu'on fasse de l'urbex, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. On pourrait aller faire de l'urbex 100% pays, 100% 974 dans des lieux connus ou peut-être méconnus du grand public. Je trouve ça incroyable, vraiment, que des enfants aient pu construire ça. Surtout que dans les archives, on retrouve certaines photos des spiritains, frères ou les frères ou les pères, avec les enfants outils à la main. C'est quoi la journée d'un jeune détenu de Lillette? Selon Bruno Maillard, voici l'emploi du temps des jeunes de Lillette. Levé à 5h30 l'hiver et 4h30 l'été, les enfants débutent invariablement la journée par leurs devoirs religieux et l'entretien de leurs locaux d'hébergement. Après un rapide déjeuner, ils travaillent de 7h à 11h30, puis ils reprennent leur activité à 13h jusqu'à 17h30. Dans leur grande sagesse, les frères du Saint-Esprit leur octroient 1h30 pour dîner et même une petite récréation. Les enfants bénéficient d'une demi-heure d'enseignement élémentaire entre 18h et 18h30, soupe à 19h et après une ultime prière se couche à 19h30. Alors au niveau du menu de la cantoche, t'imagines bien que ce n'est pas le même que celui qu'on avait nous quand on était à l'école. Néanmoins, on sait que sur Lillette, ils cultivaient pas mal de fruits, de légumes, qu'ils élevaient aussi des animaux et en mettant notre nez un peu dans les archives, on voit que pendant les échanges, ils disaient que cette production servait surtout à nourrir la communauté. Et même si les pères et frères devaient certainement mieux se nourrir que les détenus, il n'y a aucune trace de malnutrition pour les enfants dans les archives. C'est des murs, mais en plus ils sont faits un peu sous forme d'escalier. Je sais pas si vous voyez bien là à la caméra. Mais ils sont faits sous forme d'escalier. Bon là il y a des éboulis un peu de ces murs en pierre là. C'est incroyable.
Waouh. Les amis, je crois qu'il y a un... On va essayer je vais essayer de monter, mais je suis pas sûr de ce qui est écrit là-bas. Waouh. Ça filme, ça allumé là? Ça filme. Les amis, je suis pas sûr de ce qui est écrit là-haut, mais je crois que c'est écrit cimetière d'Illet à Guillaume. Donc il y avait bien un cimetière sur place. Il y avait des personnes. Dans les archives, il y avait des morts qui ont été recensés. Mais ils ont donc bien été enterrés ici. Et il y a donc bien un cimetière. Et attention, là on va entamer une partie un peu plus tragique de cette histoire. Qui dit redressement judiciaire dit forcément punition. Alors, à votre avis, que se passait-il quand les enfants n'écoutaient pas? Bingo, la violence. Pour appuyer ses propos, il existe même un témoignage répugnant du père Pinault qui parle de l'un de ses collègues. Il s'est fait si bien avec les enfants, tous le craignent beaucoup. Et je suis parfois obligé de l'empêcher de frapper, tant il y va de bon cœur. Autre punition, et attention parce que celle-là, elle est vraiment horrible, c'était l'isolement des enfants enchaînés à un piquet et privés de nourriture sur plusieurs jours. Cette punition répugnante faisait terriblement peur aux enfants. C'était le cas en tout cas pour le petit Louis-Marie qui, en essayant de la fuir, chutera mortellement. Attention parce que l'horreur ne s'arrête pas là. Parce qu'il semble que des abus sexuels ont eu lieu au pénitencier. Il est forcément délicat d'affirmer cela. Cependant, dans les archives, il y a des allusions qui laissent penser que cela a existé. Ces conditions ont malheureusement conduit à la mort de plusieurs enfants, même s'il est compliqué de savoir exactement le nombre. Mais les chercheurs ont quand même réussi à retrouver la trace de 14 morts entre 1866 et 1875. Attendez les amis. J'avoue, je flippe un peu déjà. Heureusement qu'on n'est pas venu le soir. On voulait dormir là. Ah punaise. Ouais, parce que de base on devait... De base on voulait dormir là. Oh, attendez. Il y a des fleurs. Comme une sépulture un peu. C'est une tombe. Je crois qu'on a... Oh, il y a une statue. C'est carrément une tombe. Il y a des fleurs artificielles. Ce pendentif là, ce chapelet, il est super récent, il est tout neuf, tout blanc. Et là, il y a plusieurs tombes. Là, on est au cimetière. On est clairement sur un cimetière. Et des personnes viennent s'en occuper parce que quand on voit comment c'est rouillé partout et comment lui, il est quasi neuf. Là, je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6 tombes. 7 tombes, il y en a une aussi ici, avec des chapelets, des fleurs un peu partout. Et on a même une statue d'un prêtre. On respecte les lieux, donc on respecte aussi les défunts. On a même des chapelets qui sortent de Lourdes, qui sont posés sur la statue de ce père-là. J'essaye de voir s'il y a des écritures, mais il n'y en a pas. Pour être honnête avec vous, je ne sais pas si cette statue date de l'époque du pénitencier ou pas. Parce qu'elle m'a l'air beaucoup moins abîmée que les autres pierres. Bon, je touche pas, hein, on imagine bien. Je flippe un peu. Mika, toi, ça va? Ça va. Juste que depuis tout à l'heure, on dirait qu'on est pieds là-bas, mais... Mika, tu sais, j'ai 2 petits frères qui ont 14 et 16 ans. Ça veut dire que techniquement, ils auraient pu être ici. Il y a moins de 200 ans, moins de 170 ans. Et ça me fait froid dans le dos. Donc il y a des corps qui sont sous mes pieds. Et ça fait plus de 170 ans qu'ils sont isolés ici. Il y a 2 grandes raisons qui expliquent la fermeture du pénitencier de l'Illet à Guillaume. La première raison, c'est forcément l'argent. Il est palpable dans les correspondances qu'à partir de 1869, la maison mère envisage la possibilité de vendre l'Illet, qui est une source importante de frais et de déconvenus. Ah oui, parce que je vous le rappelle quand même, mais l'idée de la vice-communauté de l'Illet à Guillaume portée par le supérieur Dupont est essentiellement motivée par des intérêts économiques. Les bénéfices moraux et spirituels de l'établissement, eux, viennent au second plan. Alors juste là, on parle quand même d'un pénitencier pour enfants.
enfants. Les archives, quant à elles, montrent que malgré les promesses et le travail acharné des enfants, que le plateau n'a jamais réussi à produire les richesses espérées. Au-delà du côté financier, la deuxième raison qui a amené à la fermeture du pénitencier, c'est le contexte politique. Pour résumer un peu tout ça, les libéraux font la guerre aux légitimistes à La Réunion. Les premiers sont des bourgeois, des commerçants et des industriels qui revendiquent un libre commerce et un pouvoir laïque. Les seconds, eux, se situent dans un courant pro-catholique dit ultramontain. Si ce désaccord se faisait surtout à travers les journaux, le conflit a fini par se muscler et a amené aux révoltes de décembre 68 à Saint-Denis où jésuites et spiritains ont été attaqués. La Providence a échappé de peu au pillage, mais le gouvernement a dû tirer sur les émeutiers, entraînant des morts et l'instauration d'un couvre-feu. Et dès mars 1869, l'école de la Providence est fermée par le gouvernement. S'ouvre alors une longue bataille politique et juridique. À partir de 1871, les archives nous montrent bien qu'il y a une véritable guerre d'usure entre les deux parties. L'administration tente à plusieurs reprises de faire cesser les activités des spiritains à la Providence, mais aussi à l'Îlette. Les pères, quant à eux, repoussent chaque attaque et initient même un procès contre le gouvernement. Parce que pour rappel, comme je le disais en début de vidéo, les spiritains ont eu un droit d'exploitation de 25 ans et ils basent toute leur défense sur ce point. De l'autre côté, la colonie, voyant que la fermeture de l'établissement est toujours repoussée, il décide d'adopter une autre stratégie, priver le pénitencier de sa main-d'œuvre. Après une longue bataille juridique, le 6 juin 1879, la congrégation est bien reconnue comme victime d'un préjudice. En 1880, les deux parties s'accordent sur le montant de 100 000 francs que la colonie devra verser à la congrégation en 4 ans. Mais bien heureusement, à cette date, les enfants auront déjà quitté l'Îlette depuis plusieurs années. Bon Mika, on se dépêche parce qu'il est déjà tard et tu sais très bien qu'à La Réunion, il fait nuit très tôt en hiver. Et moi, tu sais, ça me rappelle quand j'étais plus petit là. Ma maman, elle me disait comme ça que si je rentre après la nuit tombée, elle m'envoyait à l'APK. Je sais pas si tu connais l'APK. Elle est côté Macal. Si on pouvait associer un héritage à ce triste pénitencier, ça serait certainement l'APK, qui signifie Association pour l'enfance coupable et abandonnée. En 1936, un nouveau projet voit le jour et se concrétise. Cette maison de redressement pour enfants sera finalement construite à la plaine des Cafres et instituée par les frères des écoles chrétiennes. En 1989, l'institution change de nom pour devenir l'AAPE, avant de prendre l'appellation actuelle, l'AAPEJ. Merci à tous d'avoir suivi cette histoire avec moi. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Ça récompense le travail fourni pour cette vidéo. Surtout qu'elle m'a coûté beaucoup de temps entre l'écriture et la recherche. Et surtout, elle m'a coûté une cheville. Et si ce format vous plaît et que vous voulez d'autres épisodes comme ça, vous pouvez me le dire en commentaire. Sur ce, je vous laisse. On se retrouve.